Bonjour, bienvenue à un autre épisode de J'ai une idée. Mon nom est Jeannie Duquette, consultante en gestion d'image et de réputation, que ce soit en ligne et hors ligne, création de contenu, stratégie de création de contenu aussi pour entrepreneurs, artistes, politiciens, professionnels. Je dirais que j'aime me spécialiser dans ceux qui sont les numéros 1 dans leur domaine ou qui ont l'intention de le devenir. Qu'ils sont soit déjà puis que les gens sont pas au courant ou qui ont l'intention de le devenir puis ils mettent les moyens pour. Fait que moi j'aime le fait de travailler, d'avoir toujours travaillé peut-être dans un ou des domaines où les statistiques sont importantes, c'est-à-dire en musique, hein, les ventes sont importantes. Après ça, tu sors des livres, les ventes sont importantes. Tu crées du contenu, tu monétises en ligne, les chiffres sont importants. J'ai dû me rendre compte que ça me motive, moi, ça me motive ce résultat-là, voir quelqu'un passer du point A au point B, monitorer l'impact. Puis l'impact, c'est pas toujours immédiat en argent, quand on fait un investissement de optimiser sa notoriété. Ça n'a pas tout de suite de l'impact sur les chiffres, mais à un moment donné, soit que tout se passe en même temps puis il y a une explosion dans les chiffres, comme il est arrivé dans le cas de Jessica Loca, qui à un moment donné, pouf, les Reels à 1 million ont commencé à se manifester. Puis je dis se manifester en riant parce que elle a travaillé fort pour, on a travaillé fort pour, mais donc ces chiffres-là sont intéressants quand ils arrivent tout d'un coup, mais c'est que parfois on le voit pas arriver, mais les choses commencent à être plus faciles, les contrats se closent plus facilement, le téléphone sonne beaucoup plus souvent, les gens pensent à vous, etc. Bref. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. C'est une journée de gestion de crise. Je l'ai vécu personnellement, professionnellement dans un dossier. Et il y en a eu beaucoup. Ça a été l'objet de notre épisode de la semaine dernière. Donc, la gestion de crise dont les entrepreneurs ont eu à gérer, que ce soit Pizza Salvatore ou Luc Poirier. Et je vais vous parler, donc aujourd'hui, je voulais me prononcer sur le sujet de l'heure qui a été sur TikTok. Si vous n'êtes pas sur TikTok, vous l'avez pas vu peut-être, mais ça a débordé dans les médias traditionnels. Une des plus grosses histoires de gestion de crise dans le show business depuis longtemps, je dirais, c'est la chicane entre Justin Baldoni et Blake Lively. Et ça a fait les choux gras sur TikTok depuis plusieurs mois, je dirais. Mais j'en ai pas parlé ici, puis je voulais prendre le temps de vous raconter ce qui se passe parce que c'est un bon exemple de quand ça peut mal virer. Parce que c'est ça, pendant longtemps, les gens ont traité les réseaux sociaux comme un hobby, comme quelque chose qui est à côté, comme tu sais, on donne ça à un stagiaire à s'occuper d'eux parce que c'est pas le centre de notre business, mais quand ça peut faire mal aller, là, ta business, là, autant ça a le pouvoir de faire exploser ta business, mais autant ça a le pouvoir de faire mal aller une carrière, mais quelque chose de rare, encore plus que quand c'était juste les médias traditionnels. Donc, je vous raconte un peu de quoi il s'agit. Justin Baldoni, donc, si vous le connaissez pas, c'est un acteur américain qui a... Moi, je l'ai connu parce qu'on écoutait une série qui s'appelle Jane the Virgin. Il faisait le leading man là-dedans, le gars riche, là, qui est avec l'actrice principale. Alors, dans cette histoire-là, donc, je l'ai connu comme ça, puis à un moment donné, pouf, je me rends compte que là, je le vois, ses réseaux sociaux, il est avec Liz Plank, puis là, Liz Plank, c'est comme une icône du féminisme. C'est une Québécoise en plus, mais elle a commencé sur Vice, puis elle a eu énormément d'impact là, sur le web et tout ça.
Et là, je me rends compte qu'elle écrit des livres, donc, sur le leadership féminin, mais aussi le girl power, en fait. Et elle a fait un podcast, donc, avec Justin Baldoni. Puis là, je me dis, mais lui, qu'est-ce que c'est? Pourquoi qu'il parle de féminisme? Et là, je me suis rendu compte que c'est qu'il a fait un TED Talk sur l'implication des hommes dans le discours féministe, que c'est quelque chose qui les concerne, que c'est quelque chose, je pense, là, je paraphrase, mais donc, il a fait un TED Talk qui a été super remarqué. Il a été vraiment vu, puis tu sais, des voix masculines qui s'impliquent vers la parité, là, on s'entend-tu qu'il n'y en a pas assez? On en aurait voulu plus, d'autant plus que là, moi, je vous le prédis, on est en plein dedans, mais il y a un gros backlash, là. C'est-à-dire qu'il y a un gros ressac contre le mouvement woke, entre autres contre le discours féministe, là, tu sais. Je veux dire, j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller, mais ce n'est plus un sujet qui va être à la mode, là, pour un bon bout de temps. Ici au Canada, le ministère des Femmes et de l'Égalité a été aboli par notre nouveau premier ministre cette semaine. Donc, bref, tout ça pour dire que Justin Baldoni, lui, se démarque de sa gang et fait un TED Talk sur l'implication des hommes. Puis là, assez qu'il devient comme un allié des féministes. Liz Plank se la coquine. Et il a écrit un livre qui devient très connu aussi. Je pense que ça s'appelle Man-Made, mais bon. Et bref, allié des femmes, parle de bien des affaires. Et est aussi un producteur de films. Donc, nouvellement, un producteur de films, compagnie de production. Et achète les droits d'un livre super connu d'une des autrices. Oh, mon Dieu, je suis rendue capable de dire autrice, j'avais de la misère avant. Donc, une des autrices les plus populaires auprès des jeunes, Colleen Hoover, achète les droits du livre It Ends With Us. En français, ça se traduit Jamais plus, le titre du film. Donc, il achète les droits de ce film-là pour pouvoir en faire le film et être le réalisateur. Ce film-là sort à la fin du printemps dernier, si je me trompe pas. OK? Genre mai-juin 2024. Le film sort et quand le film sort, tout le monde remarque que sur le tapis rouge, la star du film, qui est Blake Lively qu'on a connu dans Gossip Girl, Blake Lively, donc, qui est aussi la femme de Ryan Reynolds, un acteur canadien, qui a été aussi marié à Scarlett Johansson, mais très, très peu longtemps. Et donc, Blake Lively est la star du film. Donc, le film sort, lancement, et là, sur le tapis rouge, il n'y a aucune photo de Blake Lively avec Justin Baldoni, aucune photo de Justin Baldoni avec le reste du cast, aucune photo de Justin Baldoni avec Colleen Hoover, l'auteur du livre. Puis c'est un film qui retient énormément l'attention parce que à cause des deux grandes stars qui sont là, Justin, il est vraiment la saveur du mois. Blake aussi, le livre, il a été lu par des centaines de milliers de personnes. Alors, comment ça se fait qu'il n'est pas là? Donc là, le film sort, le film, ça marche. Ah oui, puis les gens remarquent que la campagne de promotion, ils se parlent pas, les deux. Je suis pas sûre qu'ils font de la promotion ensemble. Et donc, il y a le discours des attachés presse, tu sais, qui parlent du film, qui ramènent ça. Mais c'est là que le pouvoir des réseaux sociaux arrive. Tu sais, les fans finis du film puis des acteurs, ils écoutent, ils regardent tout. Fait que là, ils regardent, comment ça qu'il est pas là? Comment ça qu'il n'y a pas ses photos? Puis là, les gens commencent à se poser des questions. Pourquoi que personne y parle? Y a-tu de la chicane sur le plateau? Il s'est-tu passé des affaires? Pourquoi qu'ils se parlent pas? Fait que le film sort, puis il y a beaucoup de succès. Mais il commence à avoir
énormément de théories de conspiration comme il peut en avoir sur les réseaux sociaux, sur... Bon, c'est bien, Blake Lively est difficile, est reconnue comme étant une bitch, bon, comme ça arrive souvent aux filles, hein. Ça doit être elle a dû mettre son... Alors, puis là, les gens commencent à ressortir des vieilles entrevues de Blake Lively où elle était bête avec une journaliste, elle était bête avec quelqu'un. C'est connu qu'elle n'était pas aimée du reste du cast sur Gossip Girl, que l'autre actrice principale, là, Leighton Meester, est pas en bon terme avec elle. Fait que les gens commencent à se poser. Puis là, autre aspect cringe pour les gens, c'est que, bon, It Ends With Us, c'est un film sur la violence conjugale. Donc, c'est un film qui commence bien, la fille est en amour avec le gars, puis tout ça, puis Justin Baldoni, dans le film, joue le rôle, parce qu'il fait pas juste le réaliser, le film, il joue le rôle du gars qui va devenir violent. Alors, là, les gens disent, mais qu'est-ce que c'est quand ça va promouvoir le film en disant porter des robes avec des fleurs pour aller voir le film. Et elle plug beaucoup parce que là, elle vient de sortir une nouvelle ligne de produits pour les cheveux. Fait que là, elle parle de ses produits. Toute la promotion autour du film, le narratif donc de la promotion, est très, très jovial et joyeux alors que le sujet du film est sensible. Le sujet du film est délicat. Donc, les gens disent, mon Dieu, comment ça qu'on n'en parle pas? Pourquoi qu'elle n'a pas parlé de ça? Puis c'est bien, tu sais... Alors, ils commencent à avoir, tu sais, tout ce discours-là qui est propagé par aucun journaliste. Là, c'est pas des journalistes qui propagent ça, c'est les fans. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à contrôler que lors des gestions de crise qui sont provoquées par un journaliste qui sort une information ou qui sort quelque chose. Puis là, ben après ça, les chroniqueurs en parlent quelques jours. Puis après ça, finalement, le monde s'en fout. T'sais? Fait que le feu prend pas nécessairement dans le public. C'est plus un spectacle pour les journalistes. Puis ça, ben ça arrive souvent dans la politique, mettons. Là. Ça donne de la viande à discuter pour chroniqueurs, toute l'équipe, mais il y a des choses qui intéressent plus ou moins le public. Mais là, c'est dans le public que ça part. Puis ça part des fans. Fait que les gens s'interrogent, puis... Alors, ils se mettent à gratter, et là, ils commencent à avoir toutes sortes de suppositions, puis ça vire pas bien pour Blake Lively. Les gens ressortent tous les vieux articles sur le fait que, puis tu sais, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, là? Honnêtement, les théories de la conspiration, il y en a beaucoup sur YouTube, puis sur TikTok, tu sais, on en pense qu'on en pense, là. Fait que jusque-là, tu sais, c'est comme... Bon, encore la femme qui est la méchante, tu sais, puis la fille qui a mis son pied à terre, puis peut-être que oui, il y a eu des difficultés en production, puis peut-être que oui, il y a des frictions qui se sont créées en production, mais ça veut pas dire que c'est la faute de la fille, puis généralement, c'est la faute de la fille. Ça, c'est moi, personnellement, tu sais, qui me dit ça, tu sais. Mais bon, c'est pas tout le monde qui dit ça, mais est-ce que c'est la vraie affaire? Non, mais est-ce que ça a de l'impact? Oui, parce que c'est les fans eux-mêmes. Donc, ils vont-tu aller voir son prochain film? Ça peut avoir de l'impact sur le box-office. Puis c'est dur à prévoir sur le coup, là. Mais c'est quelque chose qui a des jambes. Parce que aussi, quand c'est le public qui s'empare de ces histoires-là, ça dure beaucoup plus longtemps que quand c'est juste des journalistes. Puis tout ça, ça s'étire sur plusieurs mois, des fois. Fait que, bref, s'il y a eu un problème sur le film, ben, au final, Blake Lively qui voulait peut-être canceller son réalisateur, mais qui n'était pas d'accord, puis qui voulait peut-être, tu sais, pas avoir de compte. Ça s'est reviré contre elle au niveau réputationnel. Alors là, je sais pas exactement à quel moment ça arrive, mais c'est rendu assez grave pour que Blake Lively décide de déposer une poursuite contre Justin Baldoni, dans laquelle elle allègue qu'elle a été victime de harcèlement sexuel sur le plateau du film,
qu'elle a subi différentes façons d'être harcelée par elle, par Justin Baldoni, par un des producteurs, et qu'ensuite, et là, c'est ça qui est nouveau, c'est qu'elle accuse ses attachés presse à Justin Baldoni et son équipe d'avoir engagé des bots, OK, parce que là, ça doit être rendu une game, mais d'avoir engagé donc des firmes qui utilisent des faux profils et des vrais profils, donc des gangs de monde qui s'en vont sur le TikTok et sur les différents réseaux pour nuire à la réputation d'une personne. Donc, c'est ceux-là qui vont aller mettre les commentaires sur ceux qui se demandent, ben coudonc, finalement, Blake Lively, c'est elle la pas fine? Et là, bon, les gens vont dire, ben oui, c'est sûr que c'est elle, puis ils nourrissent ces posts-là pour que ça devienne viral, puis tout ça. Fait que, donc, Blake Lively dit deux choses. Une chose, j'ai été harcelée sur le plateau du film et c'est très convaincant. Les arguments sont très convaincants quand on lit, selon ceux qui ont analysé. J'ai pas lu, moi, personnellement, tout ce gros document-là, là, puis, mais j'ai écouté plusieurs comptes rendus de ça. Et ensuite, elle accuse les relationnistes d'avoir propagé des informations sur elle pour la dénigrer, pour créer ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, d'avoir donc aussi participé à cette campagne virale-là, donc pour dire que Blake Lively, finalement, c'est elle la pas fine de l'histoire. Alors là, pendant plusieurs jours, puis ça, je pense que c'est dans le temps des fêtes, ben, ça a été déposé juste un vendredi soir, là, juste avant le temps des fêtes, pour pas trop... C'est elle qui se défend, mais manifestement, parce que ça comporte des risques, là, gérer. Parce que, voici, là, on parle de gestion de crise. Elle a décidé de gérer sa crise par une poursuite. Puis elle a déposé sa poursuite, sachant très bien que, là, déjà, les gens la jugent. Parce que, supposément, elle est difficile, mais là, en plus, là, elle va déposer une poursuite. Puis c'est elle et son mari qui a déposé la poursuite. Et là, donc, mais elle veut pas trop que les gens en parlent, tu sais, tout de suite. Mais évidemment, là, ça s'enflamme sur les réseaux sociaux. Et là, il commence à avoir un narratif de l'autre côté. Les gens ont pris le temps de lire ça et disent, oh mon Dieu, OK, on a peut-être eu tort de trouver qu'elle était, celle qui exagérait dans les circonstances, puis on n'a pas écouté, puis ça se peut qu'elle avait des bonnes raisons de ne pas avoir de relation avec Justin Baldoni, puis oui, là, il y en a qui disent « Oh mon Dieu, c'est les faux féministes les pires! » Puis là, ça se peut-tu que lui, il ait vraiment été, tu sais, celui qui est pas... Puis ça, c'est ultra dommageable. Là, on s'entend, là, elle frappe, lui, là où ça fait plus mal dans sa réputation en disant qu'il y a eu du harcèlement sexuel, puis il crée une atmosphère qui était pas accueillant pour les femmes. On s'entend, monsieur l'allié des féministes, c'est très, très dommageable pour sa réputation, là. Alors là, le portrait qui est décrit là-dedans, c'est ultra dommageable pour lui. Et là, tu te dis, oh my God, Justin Baldoni, c'est fini, là. Ça n'a pas de bon sens. Alors, fait que ça a été sa façon, puis là, de rétablir sa réputation. Fait que ça vous donne une idée, si elle dépose une poursuite, là, c'est parce que ça a fait énormément de dommages, tout ce qui s'est propagé sur les réseaux sociaux puis qui était incontrôlable. Alors, donc le narratif semble avoir changé de côté jusqu'au moment où, là, Justin Baldoni dépose. Parce que elle... En même temps qu'elle a déposé sa poursuite, il y a eu un article publié dans le New York Times. C'est ça. Il y a eu un article publié dans le New York Times qui détaillait, donc forcément, comment ça se passe là dans les coulisses, là. C'est que généralement, tu vas être sur le bord de déposer ta poursuite, puis ils vont envoyer la poursuite à un journaliste pour que ça sorte en même temps puis que ça frappe. T'sais, alors, puis pourquoi tout ça est fait un vendredi? Peut-être justement pour pas qu'il puisse répondre, pour que elle, son narratif, ait quelques jours pour pouvoir faire son chemin. Alors, puis là, ben gros article dans le New York Times qui détaille là, les allégations, puis tout ça. Puis c'est convaincant, là. C'est somme toute très convaincant. Alors, là, c'est ça. Mais là, lui répond
en poursuivant le New York Times en premier. Donc, il ne poursuit pas elle. Ça, c'est stratégique, mais sa réponse à lui, c'était de poursuivre le New York Times en disant « Votre article est diffamatoire et voici pourquoi ». Et là, dans sa poursuite, il commence à se défendre en parlant, en mettant tout ce qu'on appelle les receipts. Toutes les receipts que lui a pour démontrer que cette affaire-là, c'est monté en épingle, c'est fait pour nuire à sa réputation, qu'au contraire, lui, il a tout fait. Et là, il raconte une game de production que moi, je connais dans le sens où j'ai déjà vu ça, là, Moi, je pensais que je l'avais eu tough avec les chanteurs, là, parce que quand ils ont des demandes difficiles en production, pour que ça arrive, tu sais, des fois, il faut que tu fasses beaucoup de pirouettes puis beaucoup de tambours et trompettes pour finir par faire arriver, tu sais, une prod à date puis à temps, puis quand il y a beaucoup de monde qui dépend de quelque chose. Mais là, lui, il raconte ce qu'il a vécu en tant que réalisateur, qui avait... Là, à chaque fois, il se faisait dire « Non, je veux pas dire ça dans la scène. Je vous paraphrase, là, mais c'est l'ultime dossier difficile. Elle veut pas ci, elle veut pas ça. Elle envoie des courriels. Non, mais je me sens pas bien, mais je peux pas faire ça, cette scène-là de même. Mais là, j'aimerais mieux ça de même. Mais on pourrait-tu réécrire ça de telle façon? Ce serait-tu correct si je pourrais amener telle affaire? » Il y a des commentaires et des demandes par rapport au scénario, à la réalisation, à plusieurs éléments de la production. Là, elle a des énormes demandes. Puis quand elle a pas, c'est sa façon. Puis là, moi, je lis ça, là. Je lis les échanges courriels parce qu'il les a toutes mis là, dans sa poursuite. Là. Tu sais, il dévoile tout. C'était quoi ses demandes. Puis, tu sais, et puis là, une des affaires qui a fait beaucoup mal à l'autre partie, c'est qu'il dit qu'au lancement, il n'avait même pas le droit d'être dans la même pièce qu'elle. Il n'avait pas le droit d'être dans la même pièce que son chum. Il a fallu qu'il soit dans le sous-sol. Il a mis une photo dans le sous-sol. Tu sais, elle a fait tellement de demandes comme star du film, puis en disant si vous faites pas ce que je dis, ben je débarque. Tu sais, ça, là, les menaces pour arriver à quelque chose, c'est les femmes qui sont pas habituées d'avoir du pouvoir, qui sont pas habituées de jouer avec le jeu. Ça fait pas assez longtemps que les femmes ont du pouvoir pour savoir comment l'exercer de façon stratégique, de façon, tu sais, avoir du pouvoir, c'est pas juste avoir un titre puis un paycheck, c'est faire arriver les choses, oui, mais t'es pas obligé de tordre du bras si t'es pas obligé. Il y a d'autres techniques, mais là, il est arrivé un moment où elle dit dans les échanges, tu sais, moi, mon mari, c'est Ryan Reynolds, puis ma meilleure amie, c'est Taylor Swift. Puis si tu comprends bien, là, moi, je peux les utiliser dans la vie, là, si j'ai pas ce que je veux. Ouf, ça paraît pas bien. Fait que ça sort, là, partout, là. Là, les gens voient ça, ils lisent sa poursuite à lui. Ils comprennent que lui, s'est fait faire un paquet de demandes, mais lui, il a sorti... Donc, ça, la façon dont c'est fait... Puis surtout, c'est qu'il y a le verbatim, là. Il y a les échanges par texto qu'il y avait tous les deux. C'est sûr que c'est pas habile de sa part. C'est sûr que ça confirme certaines choses qu'on lui reproche. Maintenant, on touche pas au nerf de la guerre. C'est que peut-être qu'elle a pas bien exercé son pouvoir, puis peut-être qu'elle a fait des demandes déraisonnables, puis peut-être que elle demande qu'on change A, B, C, D, E, F sur le film, puis que ça augmente le budget, puis le délai, puis etc., puis que ça donne de l'urticaire à tout le monde. Peut-être que tout ça, oui, mais ça n'enlève pas que s'il y a eu du harcèlement sexuel, ben ça, c'est pas correct, tu sais. Mais là, le clou, puis ce qui a fait que les gens se sont, encore une fois, totalement revirés contre elle, c'est que lui, il y avait toutes les images... il y avait beaucoup d'images qui ont été prises sur le plateau. Puis la scène, une des scènes où elle dit qu'elle a eu du harcèlement, il l'a diffusée en intégralité sur le web. Puis, tu sais, on peut pas être là, on sait pas ce qui se passe, puis c'est peut-être subtil, mais elle a décrit qu'elle s'est sentie harcelée lors de cette scène-là. Puis, tu sais, on sait pas ce qui s'est passé avant ni après. Fait que, tu sais, je veux être bien claire que je donne le bénéfice du doute, là, je sais pas. Mais dans la perception des gens,
ça a décrédibilisé sa version à elle. Dans la perception de la majorité des gens, je dirais, de la majorité des fans qui s'expriment, puis au niveau des gens d'influence là, qui vont parler de ce qu'ils pensent, c'est Seigneur. Là, il y a Candace Owen, là. Candace Owen, là, je pense que je vous en ai parlé l'autre fois, mais dans un autre épisode, mais Candace Owen, c'est une fille de droite qui est anti-féminisme, qui est pro-Trump, puis c'est celle qui vient de faire là, un documentaire sur le fait que, selon elle, Brigitte Macron, c'est un homme. Puis elle a diffusé ça, là, mais partout. Puis je vous dis, là, c'est sérieux, là, vous avez les cheveux de sa tête, mais en tout cas, elle a passé plusieurs épisodes là-dessus. Puis là, elle est embarquée sur l'épisode de Justin Baldoni puis Blake Lively. Puis là, évidemment, elle compte Blake Lively totalement. Puis pro-Justin Baldoni, la pauvre victime qui s'est faite manipuler. Mais le vilain de l'histoire, plus ça continue, plus ça commence à être ce que moi, je soupçonnais depuis le début. Mais sérieux, tu sais, j'ai aucune idée, moi, là. C'est juste que moi, je me rappelle qu'il était marié comme 15 minutes avec Scarlett Johansson, tu sais. Puis que, supposément, tu sais, qu'il l'aurait laissé. Tu sais, c'est comme bizarre. Tu sais, il se marie, puis pouf, c'est fini tout d'un coup, puis comment ça? Puis elle avait fait quelques commentaires à l'effet qu'il était contrôlant. À l'effet que c'était pas facile d'avoir une carrière quand il y a quelqu'un qui veut t'empêcher, mettons. Quelque chose de même. Tu sais, elle avait passé quelques commentaires comme quoi c'est pas l'épisode le plus heureux de sa vie. Et je sais aussi, parce que je suis une geek de show business, je sais aussi que le plus grand album de ma jeunesse qui a vendu le plus de millions d'albums de tous les temps d'une fille qui est fâchée, enragée après un gars, le gars de qui qu'elle parle, c'est Ryan Reynolds. Et ça, c'est Alanis Morissette. Alanis Morissette, Jagged Little Pill, a été écrit enragé après, entre autres, après Ryan Reynolds. Fait que ça se peut-tu que les gens commencent à se douter parce qu'il y a une fille qui sort sur TikTok, puis c'est ça, quand tout le monde se met à regarder tes affaires, puis il y a mille différents. Tu sais, c'est plus les journalistes là, qui contrôlent le narratif. C'est plus les journalistes et commentateurs, c'est des milliers de personnes. Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va sortir quelque chose qui va pogner, puis que t'aurais pas aimé qu'il sorte, tu sais, mettons. Mais là, il y a une fille qui dit, elle dit, ça se pourrait-tu que dans le fond, là, ça, c'est une des suppositions qui prend feu. Elle dit, ça se pourrait-tu que dans le fond, là, la vraie affaire, là, c'est que Blake Lively, là, puis Justin Baldoni, là, il y avait une vibe. Tu sais, qu'il y avait quelque chose entre les deux. Puis que c'est le mari jaloux qui a causé toutes les demandes de réécrire le script, rééditer les affaires, couper toutes les scènes d'intimité entre les deux. Tu sais, quand tu prends ça se peut-tu que avec toutes les demandes de changement qui ont été faites par Blake Lively, puis, tu sais, au final, c'est même pas Justin Baldoni, c'est même pas sa version qui est devenue la version finale du film. C'est effrayant, j'ai jamais vu ça. Un réalisateur qui s'est fait, tu sais, l'actrice principale qui dit qui enlève la director's cut au réalisateur. Tu sais, c'est même pas son montage qui a fait l'objet tu sais, qui est la dernière version du film. Ça, on le savait pas, là. On a su ça à cause des multiples poursuites, là. Mais donc, tu sais, toutes les demandes, là, c'est un peu cohérent. Ça a l'air, oh mon Dieu, ça se peut que ce soit le chum jaloux, dans le fond, qui veut absolument pas que sa blonde elle ait un contact avec un gars avec qui il y a peut-être des sentiments, ou il y a peut-être quelque chose qui se développe, puis lui, il est ultra jaloux. De toute façon, on s'en doute, parce que Scarlett, elle l'a déjà sous-entendu, puis donc là, ce narratif-là prend feu, et là, bon, puis là, Candace embarque là-dessus, dans le fond, c'est Ryan Reynolds, puis alors là, c'est en train d'avoir des effets dévastateurs sur deux grosses carrières, parce que je vous dirais qu'au moment où on se parle, là, Justin Baldoni, ça va quand même bien, ses affaires. Mais les deux autres, Ryan Reynolds et Blake Lively, ouf, ils sont dans l'eau chaude. Quand ils font des apparitions, c'est
C'est pas évident. On les a pas vus beaucoup. Ils sont allés au 50e anniversaire de Saturday Night Live. Ils ont essayé de faire un peu d'humour avec ce qui se passe. Ça n'a pas été super réussi. Après ça, il y a Blake qui vient de sortir un autre film. Était magnifique, mais est-ce que... Tu sais, la réaction que tu as est importante. Puis là, la réaction de poursuivre, c'est tout qu'il y a quelque chose, là. Puis là, on ne le sait pas, tu sais. Dans l'idée, dans la tête des gens, là, on va le voir, là, le film est sorti la semaine passée, on va voir le box-office du film. Est-ce que le fait que les gens se sont tournés contre Blake Lively, ça va avoir un impact sur les recettes du film? Je sais même pas si c'est un film qui est en salle, là. C'est peut-être un film sur Netflix, fait que ça, on ne le saura pas. Parce qu'ils diffusent pas les statistiques. Mais ça pour dire que et lui, et Blake Lively, et Ryan Reynolds sont en train d'avoir énormément de difficultés avec ce dossier-là. Et même si, ultimement, à la fin, là, même s'il gagnait, je trouve qu'il y a énormément de dommages de fait déjà parce que effectivement, tu sais, si à la fin, c'est prouvé qu'il y a eu du harcèlement sexuel, puis qu'elle était tout à fait justifiée de se plaindre puis de mettre ses limites, Seigneur, est-ce que les gens vont retenir ça plutôt que toutes les demandes qui ont été faites, puis... Je sais pas, c'est comme... Puis c'est là-dessus qu'on a Be Better, dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode. Be Better, qui est un jeune, tu sais, un MBA en marketing, un Canadien qui commente le show business et le réputationnel qui s'est mis sur ce cas-là. Il a lu toutes les poursuites, les contre-poursuites, les procédures préliminaires, puis qui est totalement dans le clan de Justin Baldoni. T'as Candace Owen aussi qui est dans le clan de Justin Baldoni, puis qui en met, puis qui en remet, puis qui en remet. Puis à chaque fois que les autres en parlent, c'est ultra populaire sur TikTok. Tu sais, je dis pas s'il y a 2-3 personnes qui en parlaient, mais puis que personne réagissait, mais c'est ultra populaire. Puis tu sais, c'est triste, là. Moi, je parle de tout ça, puis tu sais, je vous dis... Tu sais, des femmes qui sont opiniâtres puis qui se défendent, tu sais, c'est toujours... Les gens aiment toujours ça, frapper là-dessus, tu sais, c'est ça, hein, les femmes qui ont du pouvoir. C'est toujours ma raison de plus pour apprendre à bien le gérer, ce pouvoir-là, mais... Tu sais, est-ce que c'est juste tout ce qui se passe? Peut-être pas. Puis là, il y a une créatrice de contenu, je vais la nommer, il y a Coco Moco, elle, qui est pro... elle est dans le milieu aussi, elle est pro-Lively. Alors, mais ce qui a fait vraiment mal, je vous l'ai dit, ça, je suis pas sûre, je vous l'ai dit, mais ce qui a fait vraiment mal, c'est que Taylor Swift, vu qu'elle était la meilleure amie de Blake Lively, puis que c'est sorti son nom dans ses chicanes avec Justin Baldoni, elle est obligée de sortir un communiqué se dissociant de son ami Blake Lively. Fait que là, vous comprenez que ça a fait le tour du monde, là, la fille la plus populaire au monde qui te désavoue publiquement parce qu'elle n'a pas le choix. C'est un sujet... Tu sais, c'est pas un désaveu amical, hein, c'est un désaveu pour protéger sa relation publique. En ce moment, sa relation avec le public, parce qu'en ce moment, Taylor Swift, c'est la fille la plus populaire puis powerful au monde. Elle va pas risquer d'être... éclabousée par une chicane qui la concerne pas, mais par un sujet qui polarise beaucoup. Les gens sont soit d'un bord, soit de l'autre bord. Puis là, le fait qu'elle ait l'air du côté de Blake Lively, forcément, son équipe trouve que ça lui nuit parce qu'elle est obligée de s'en dissocier publiquement, donc de sortir un communiqué. Hey, c'est-tu qu'une petite crise, cette affaire-là? Fait que poursuivre, en même temps, tu sais, là, ça nous fait dire, hein, toutes celles qui décident de ne pas porter plainte, là, on comprend-tu pourquoi maintenant, tu sais? Ça va peut-être... Parce que là, en ce moment, ça a de l'impact sur sa carrière, ça a de l'impact sur sa réputation et ça a de l'impact sur son mariage, c'est clair, là. Alors, puis c'est qui le méchant de l'histoire? Est-ce que le chum est jaloux et contrôlant? On s'en doute un peu, je dirais. Mais tu sais, tout ça, c'est des suppositions. Je vous raconte ça juste pour l'entertainment. Je vais pas me faire poursuivre non plus. Fait que j'ai aucune idée, là. Alors ça, c'est pas prouvé. C'est des choses que les gens supposent. Mais donc, est-ce que, tu sais, il y a apparence de, selon ce qu'on voit? Fait que oui, un peu. Mais c'est un...
comme, comme ils disent les Anglais, c'est un shit show, là. Puis c'est vraiment, ça dure, là. Ça va durer, écoute, ça fait déjà 7-8 mois. La bonne nouvelle, c'est que le film est un gros hit. Le film était un énorme succès au box-office, puis il continue d'être aussi populaire. Est-ce que cette controverse-là fait que le monde écoute le film? Je le sais pas. Mais vraiment, c'est quelque chose. Fait que ce que j'ai le goût de vous dire, là, c'est que la gestion de crise, c'est une opportunité de s'exprimer. Et qu'est-ce qui va beaucoup déterminer comment ça va se passer après? C'est comment la personne qui est, tu sais, pour avoir déjà vécu ça, là, c'est comment tu réagis par rapport à la crise. C'est pas tant la crise, c'est comment tu réagis à la crise. Alors, je veux finir avec ça parce qu'on a des suites, là, de ce que je vous ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière, qui est les 2 gestions de crise qui ont eu lieu ici au Québec. Donc, Pizza Salvatore avec Guillaume Abatiello, qui a des propos qui a offensé les gens du domaine culturel au Québec. Alors, lui, sa réaction à cette crise-là, bien, premièrement, sa sœur a pris sa défense, personnage plus... et a remis les choses en contexte. Elle a bien réaligné le tir en disant « il parle pas pour toutes nous autres. On est conscient du fait que la culture, c'est notre allié, etc. » Donc, ça a été sa façon. Elle, Elisabeth, elle s'est présentée donc dans toutes les... Et je vous dirais que au niveau de ce que j'ai vu, moi, par rapport au public d'affaires, les gens ont pas l'air d'être fâchés après Pizza Salvatore tant que ça. Est-ce que Guillaume il a fait une vidéo en disant, bien entendu, je supporte la culture, etc., etc. Est-ce qu'il s'est vraiment excusé de ses propos? Je sais pas trop. Ce que j'ai vu, il y avait pas beaucoup de contrition, mais lui... L'impact sur son geste, il va pas l'avoir immédiatement. L'impact, ils vont l'avoir quand va venir le temps de commanditer des shows, quoique ils ont tellement besoin d'argent que peut-être qu'ils leur bloqueront pas l'accès nécessairement, mais c'est clair que ça a offensé des gens, là. On a vu la réaction de Louis Morissette. Mais tu sais, c'est les gens qui disent « je vais plus chez Pizza Salvatore ». Est-ce que ça va affecter leur vente? Est-ce que ça va affecter les franchisés? On ne le saura pas tout de suite. Est-ce que les gens vont en parler encore? J'en l'ai pas vu tant que ça. Tant qu'à moi, ça n'a pas... dans l'immédiat, c'est plus dans le discours ambiant. Autre chose, par contre, par rapport à Luc Poirier... Puis le risque pour Pizza Salvatore, c'est les ventes. C'est les ventes au niveau des franchisés surtout qui vont peut-être avoir de l'impact. Puis le risque aussi, c'est la perte d'accès pour devenir un commanditaire. Est-ce qu'il y a des shows qui vont hésiter à être associés à Pizza Salvatore parce que il a parlé contre la culture au Québec? Il y a des shows qui voudront peut-être pas se faire dire, ben coudonc, toi, non. Fait que, bref, il y a du jeu de coulisses qu'il faut qu'il se fasse, là. Moi, si j'étais eux autres, j'irais pas juste rencontrer les journalistes le lendemain, mais j'irais rencontrer des producteurs puis tout ça pour aller faire acte de contrition, tu sais. Et mais aussi par rapport à Luc Poirier, le risque pour lui, c'est pas un risque financier parce que il est méga indépendant de fortune. Le risque pour Luc Poirier, c'est qu'il s'en va faire les Dragons. Alors, il va être au Dragon. Est-ce que Dragon est à Radio-Canada? Radio-Canada étant le royaume de Véronique Cloutier et Louis. Donc, est-ce que Louis... est-ce qu'il va avoir un malaise, là? Est-ce qu'il va avoir un jeu de coulisses, là? Est-ce qu'il va jouer quelque chose? Tu sais, des fois, les conséquences sont industrielles plus que publiques, mais il y a une game de relations publiques avec les partenaires à aller faire aussi. Fait que ça, j'ai vu dans un journal qui était accompagné de National, ça doit être en train de se faire, ils connaissent ça, etc. Puis, oui, parce que, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Louis poursuit. Parce que la réponse de Louis Morissette, ça a été de poursuivre Luc Poirier. Donc, je vous disais la semaine passée, Luc s'est excusé.
Fait que ça a comme, tu sais, ça devrait pas avoir trop d'impact, mais non. Louis n'a pas aimé les excuses. Les excuses, selon lui, étaient à moitié. Ça continuait de laisser planer un doute sur son administration de la Fondation Véro-Louis. Donc, il a poursuivi pour 1,8 million de dollars. Alors ça va poursuivre la conversation, poursuivre le narratif. Et donc, est-ce que ça va être dommageable ultimement? Est-ce que ça va avoir un impact sur la présidence? D'après moi, les dragons, c'est déjà tout filmé, de toute façon. Fait que je pense pas qu'ils peuvent l'enlever. Parce que tu recommences pas une saison complète, là, ça coûte bien trop cher. Fait que, il est là. Est-ce que ça peut avoir de l'impact par après? Ça reste à voir, là. C'est sûr qu'il y a des meetings à avoir. Tu sais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que la poursuite... tu sais, des fois, la poursuite, c'est pour réaligner le tir du dommage qui a pu être fait dans la communication. Mais au fond, tu sais, pourrait se parler, là. C'est-tu possible, tu sais, de se parler puis trouver un win-win là-dedans? Je sais pas. Écoute, c'est plus facile à dire quand on est loin, hein. Alors, voilà, c'était mon long épisode sur la gestion de crise. Justin Baldoni, Blake Lively, la saga It Ends With Us. On est toujours là-dedans. On sait pas comment ça va se terminer, mais laissez-moi savoir si vous aimez ces sujets-là. Laissez-moi savoir si, quand je vous raconte donc ces gros enjeux-là sur des carrières, sur la relation des personnalités avec le public, mais aussi avec une industrie, si ça vous intéresse. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Mon YouTube augmente, mais vraiment pas vite, là. Et sur Apple aussi, sur Spotify, aidez-moi à continuer de créer du contenu gratuitement pour vous en vous abonnant, en commentant. Ça va me faire énormément plaisir. On se revoit la semaine prochaine.